Bonjour, ravi de vous retrouver pour En Campagne, une émission proposée par Val de Loire TV, la Nouvelle République, pour vous permettre de suivre la campagne des élections municipales au plus près. Le principe est simple. Un candidat face à deux intervieweurs pour mieux connaître sa personnalité et surtout son programme pour la ville. En plateau avec moi, Luc Bourriane, directeur de la rédaction, et Henri Brissot, responsable départemental de la rédaction de la Nouvelle République de Loir-et-Cher. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mickaël. Bienvenue à vous. Nous accueillons pour cette deuxième émission Malik Benakcha. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci de m'accueillir. Vous êtes élu d'opposition LR à Blois, candidat pour les municipales. Un mot d'abord sur les candidatures pressenties ou déclarées à Blois. Gildas Viera, Mathilde Jonquière, Marine Bardet peut-être pour le Rassemblement national. Vous-même, quant au maire sortant, Marc Grécourt, il n'a pas encore fait connaître sa décision. Avant de vous découvrir, de nous donner le sens de votre candidature et de nous dévoiler votre projet pour Blois, eh bien, on va vous poser quelques questions d'actualité. Et c'est Luc qui va s'intéresser avec vous à ce qui se joue au niveau de la tête de l'État et du Parlement, une actualité très dense. Très dense, oui. Et puis votre parti est au cœur du fiasco actuel, hein, c'est-à-dire un Premier ministre et un gouvernement démissionnaire, pourtant chargé de dernières négociations. On est au cœur de ces 48 heures de négociations. Comprenez-vous la position du président de votre parti, Bruno Retailleau, et si vous la comprenez, merci de nous éclairer un peu quand même. Alors déjà, un premier point, celui qui est au cœur du fiasco, c'est Emmanuel Macron. C'est le socle commun du MoDem à Renaissance. Aujourd'hui, il y a eu une prise de position ferme sur des valeurs de la part de Bruno Retailleau, qui était tout simplement de dire on ne peut pas tout accepter. On a une vocation, c'est celle d'assumer des responsabilités. C'est ce qui a été fait les derniers mois. Mais on ne peut pas tout accepter, et en particulier l'arrivée de Bruno Le Maire en responsabilité à nouveau, alors qu'on sait que... Un ancien LR pourtant. Un ancien LR, mais depuis très longtemps, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est parti. Il était déjà absent lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et il fait partie de ces fossoyeurs de la République, de ces fossoyeurs de la France. Et moi, je comprends parfaitement la position des Républicains, qui consiste à dire on est là pour servir les Français, mais on n'est pas là pour avaler des couleuvres. Alors désormais, l'hypothèse d'une dissolution semble très crédible. Que changeraient des législatives dans l'optique justement de la campagne municipale à Blois ? Alors c'est vrai qu'à Blois, il peut y avoir effectivement des impacts. Aujourd'hui, j'ai vu la liste des candidats pressentis ou déclarés. Ce ne sont que des candidats aux élections législatives. Ce sont les candidats des élections législatives de 2024 qui peut-être envisagent les élections municipales comme un tremplin pour une élection nationale. C'est le cas de Marc Grécourt. Moi aujourd'hui, je suis le seul candidat qui soit uniquement et pleinement candidat pour les élections municipales de Blois. Donc effectivement, peut-être que ces candidats vont avoir à devoir se définir et devoir dire si c'est le sujet local qui les intéresse ou, comme ils l'ont montré jusqu'à ces dernières heures, c'est le sujet national. Et vous ne seriez pas candidat à des législatives, non ? Non, nullement. Je ne l'ai pas été en 2024. J'avais pris fait et acte qu'en 2024, le sujet était plutôt d'éviter l'arrivée des extrêmes. On avait un vrai risque, LFI notamment. Et ma position a toujours été celle-ci. L'intérêt des Bleusois d'abord et l'enjeu municipal d'abord. On respecte l'intérêt des Bleusois malgré tout quand on est député d'une circonscription comme celle de Blois 1. C'est une réalité. Le fait d'être un parlementaire, moi j'ai déjà été candidat aux élections législatives en 2022, le fait d'être un parlementaire est utile, mais pas dans ces conditions. Qu'ont fait nos députés ces 2-3 dernières années ? 2 projets de loi pour les finances, de budget, mais strictement aucune loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des députés inutiles, et moi je regrette de voir des candidats qui souhaitent éventuellement être inutiles pour les Blaisois. Le sujet qui doit nous importer, c'est l'intérêt des Blaisois, et la priorité, c'est effectivement le sujet de la gestion de la collectivité de la commune de Blois. Édouard Philippe demande, lui aussi, un ancien LR, demande une présidentielle anticipée. Hein, c'était ce matin chez nos confrères d'RTL, dès lors que la France serait dotée d'un budget. Qu'en pensez-vous ? Ça vous paraît être une bonne solution en tant que citoyen, hein, en tant que citoyen, mais aussi en tant que militant ou en tant qu'élu de la République, je considère qu'il faut donner la parole aux habitants, il faut donner la parole aux citoyens. Et je considère qu'effectivement, aujourd'hui, redonner la parole aux Français a du sens dans la mesure où on est arrivé à un point de non-retour. Les Français en ont marre du macronisme, le socle commun est terminé, et par conséquent, il faut revenir aux urnes. Quel que soit le résultat, il faut redonner la parole aux Français. Moi, vous savez, je suis très gaulliste dans l'âme, et par conséquent, j'aurais souhaité que le président fasse comme le général de Gaulle. Quand les Français ne veulent plus de vous, à ce moment-là, il faut savoir se retirer. Quel que soit le résultat ? Quel que soit le résultat, malheureusement, une fois de plus, c'est aux Français de décider. Moi, vous savez, le débat qui se pose assez régulièrement, et je sais que ça va être peut-être même une question que vous pourriez être amené à me poser, quid du Rassemblement national ?
Moi, je pense qu'il faut parler aux électeurs du Rassemblement national, leur expliquer qu'effectivement, ce n'est pas la solution, parce qu'aujourd'hui, on aura l'occasion d'y revenir, mais qu'en tout état de cause, quel que soit le résultat, la parole des Français doit être maître. C'est le peuple français qui est souverain, et aujourd'hui, le peuple français qui est souverain dit stop au macronisme. Allez, pourquoi êtes-vous candidat à Blois? On va s'intéresser à votre candidature plus précisément. Tout d'abord, un mot sur les résultats des dernières élections à Blois. Au municipal 2020, vous étiez arrivé en 3e position au premier tour avec 13,79. Au législatif 2024, Pierre-Gilles Parra était arrivé en 3e position avec 5,68%. Et au présidentiel 2022 à Blois, c'est Valérie Pécresse qui avait fait 5,30%, assez loin dans le classement. LR semble confronté à une sorte de plafond de verre à Blois. Comment est-ce que vous espérez-vous briser ce plafond de verre? Aujourd'hui, on le voit en 2022, lorsque j'avais été candidat après le fiasco aussi de l'élection présidentielle avec Valérie Pécresse, où nous avions fait des scores qui n'étaient pas à la hauteur par rapport aux habitudes de ce que pouvait représenter la droite républicaine. Au législatif, j'avais fait un meilleur score que le score effectivement de cette élection présidentielle. Aujourd'hui, la question qui doit se poser, c'est de se dire quelle alternative on doit proposer aux Français. Et ce n'est pas une alternative liée au parti politique. Moi, je ne suis pas le candidat d'un parti. Quand je me suis déclaré, c'était hors parti. Certes, les partis ont fait le choix de me rejoindre ensuite. Mais ma candidature est d'abord celle d'un chef d'entreprise, d'un chef de file de l'opposition, d'un élu local, d'un Blésois. Je suis né à Blois, je vis à Blois. Et donc, ma candidature est bien celle qui porte un projet de rassemblement entouré d'une équipe. Et donc, ce n'est pas celle d'un parti politique. Donc, si vous voulez, le plafond de verre ne me concerne pas. Alors, on va voir ça tout de suite avec vous, Henri. Alors, Malik Melakcha, vous êtes encarté LR malgré tout, même si vous vous déclarez hors parti. Vous avez 36 ans. Pour les élections municipales de 2026, vous avez été le premier à annoncer votre candidature dès le mois de mai. Peut-être saviez-vous alors que l'union de la droite et du centre serait compliquée. On y reviendra ultérieurement. Et du coup, pensez-vous être le candidat le mieux placé pour réussir l'alternance et succéder à Marc Gricourt? Aujourd'hui, vous parlez d'une union de la droite et du centre qui ne fonctionnerait pas. La réalité, c'est qu'elle fonctionne et qu'elle est en train de se réaliser. Lorsque je me suis déclaré, j'ai d'abord présenté un projet, j'ai ensuite rassemblé des citoyens blésois et ensuite rassemblé et le principal parti de droite et le principal parti du centre, à savoir les Républicains, avec le chef de file Michel Pilfer, nommé par Paris et soutenu par l'ensemble des adhérents et du comité départemental, ainsi que Danis Sabri-Le-Baron, chef de file de l'UDI. Aujourd'hui, la question qui se pose effectivement, c'est qu'il nous reste encore à rassembler même plus largement les Blésois, mais également aller jusqu'au MoDem. Aujourd'hui, il y a une réflexion qui est portée. Des militants nous rejoignent, que ce soit, je pense en particulier à Christine Chevalier, des personnalités s'interrogent, je pense en particulier à Étienne Panchou, et puis d'autres font un choix qui les concerne, de vouloir rester sur un format un petit peu de dissidence. C'est le cas de Mathilde Desjonquers, et ça, c'est sur quelque chose sur lequel, malheureusement, peut-être, on ne va pas être en capacité à aller plus loin. Dont acte, il y a un choix de dissidence, je le regrette, mais aujourd'hui, ce qui doit nous porter, c'est bien notre équipe, notre rassemblement et notre projet pour les Blésois. Et là, je ne crois pas qu'il y ait de plafond de verre. Alors on va voir ça tout de suite après avec Henri, pour aller un peu plus loin sur ces questions. Mais vous êtes une personnalité connue à Blois. Mais selon vous, êtes-vous vraiment connu à Blois? Ça, si vous voulez, la notoriété, c'est quelque chose qui est une réalité de l'exercice du pouvoir. Ouais. Naturellement, l'ensemble des Blésois ne sont pas toujours concernés par la vie locale. Et je trouve que moi, je suis connu, je le pense, par ma présence sur le terrain, reconnu pour mon travail sur les dossiers, et puis apprécié pour les avancées que j'ai réussi à obtenir. Mais naturellement, l'ensemble des Blésois connaissent principalement le maire sortant, c'est une réalité. Et quand on est un candidat chef de file de l'opposition, on part entre guillemets avec un petit peu de retard, mais qu'on comble par notre présence sur le terrain. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Nos journalistes ont tendu le micro aux Blésois. Ils avaient avec eux votre portrait en photo. Les Blésois vous connaissent-ils? Que pensent-ils de votre candidature? Réponse. Attention, 1, j'ai peur. 2, 3. Oui, alors c'est Monsieur Belasca. Non, je ne connais pas. Non? Non. Ça vous dit rien du tout? Non, ça ne me dit rien. Non. Vous reconnaissez pas cette personne? Alors oui, c'est Malik Benakcha. Je ne suis pas sûr de peut-être déformer son nom. Benakcha, je crois. Ben Kachala ou un nom comme ça, je n'arrive jamais à m'en souvenir, mais je le connais, Malik, son prénom, je crois bien. Vous savez pour quel parti il est? Bien sûr, il est de droite. Oui, je ne saurais pas le nommer, mais je pense que c'est le candidat des Républicains ou de l'opposition de droite à Marc Gricourt. Il est du camp Les Républicains. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, par exemple, ou pas du tout?
Ça pourrait. Il ne me serait pas possible de voter pour un candidat qui défend les valeurs du parti qui soutient ce candidat. Je ne le connais pas assez. Bah, écoutez, moi, j'attends de voir son programme. Hein. Je peux pas, tant que je n'ai pas vu le programme, je ne vais pas me prononcer. Je trouve que c'est bien qu'il y ait du changement, parce que quelquefois, avec des personnes nouvelles, il y a quand même des idées nouvelles qui apparaissent, donc ça peut être intéressant, des orientations un peu différentes. Hein. Voilà, micro-trottoir, hein, c'est un moment donné, dans un lieu donné, c'est la version brute, hein, on n'a pas fait de modération. Une réaction peut-être à ce micro-trottoir très rapide avant qu'on poursuive les questions des alliances avec Henri. Si vous voulez, j'ai regardé l'émission de la semaine dernière où effectivement le candidat du Rassemblement national était complètement inconnu. Un tour, mais... Moi, je trouve deux éléments... Oui, c'était à Tours, effectivement. Je trouve deux éléments assez intéressants. C'est qu'effectivement, on bute sur mon nom. Malik Benaksha. Mais en tout état de cause, le prénom, la couleur politique ou la présence sur le terrain, manifestement, elle est reconnue. Et puis, il y a une forme d'appétence. On souhaite du changement, on souhaite voir le programme. Et ben, c'est à ça que sert une campagne électorale. Donc, j'ai presque envie de vous dire que, certes, ce n'est pas un sondage, c'est un moment brut, mais ça reste encourageant. Henri. Alors, Malik Benaksha, à chaque élection à Blois, on a l'impression de toujours revivre la même histoire. La droite et le centre appellent haut et fort à l'union, mais le rassemblement n'est jamais au rendez-vous. On peut remonter très loin en arrière, ça a toujours été le même scénario, avec parfois 3 listes. Donc une fois encore, un scénario identique est en train de se dessiner. Pensez-vous que l'union de la droite et du centre soit encore réalisable? La réalité, c'est que l'union, nous l'avions déjà faite. Nous l'avions déjà faite avec Gildas Vieira et Étienne Panchou, qui étaient les 2 têtes de liste avec moi lors des élections de 2020. Nous avions conclu un pacte solidaire et il y avait effectivement cet engagement de souhaiter partir ensemble. Et puis ensuite, le MoDem, Mathilde Desjonquers et patatras, c'est la pagaille. On est aujourd'hui dans une réflexion. Moi, je réappelle et j'invite vraiment solennellement et Étienne Panchou et Gildas Vieira à prendre leurs responsabilités, à recréer ces conditions de l'union et puis accepter... L'un aura l'occasion de vous répondre si vous l'interrogez. L'autre m'a fait une réponse très claire. Il m'a expliqué que dans la mesure où j'aspirais et j'espérais de faire une alliance avec le MoDem, concernant Gildas Vieira, eh bien, il était normal qu'il ait son propre calendrier et qu'il parte en campagne. Pour moi, les choses ne sont pas rompues. Mais aujourd'hui, moi, je fais un constat. Si vous voulez, assez régulièrement, des Blaisois, des responsables politiques me parlent d'un format de pacte caché entre le MoDem et le Parti socialiste. Et c'est vrai que quand on regarde en 2008, qui fait perdre la droite à Blois? C'est Mortelette avec une candidature MoDem. En 2014, qui fait réélire Marc Grécourt? C'est la candidature de Cristal Ferré, soutenue par le MoDem. En 2020, là, les torts sont partagés, nous sommes des nouveaux candidats, nous n'avons pas réussi à nous entendre avec Étienne Panchou. Depuis, nous l'avons fait, nous avons appris à travailler ensemble. Je remarque qu'en 2023, c'est Stéphane Baudu qui se fait réélire vice-président de l'agglomération, cette fois-ci avec les voix de la gauche. Et pour terminer, c'est toujours le même Stéphane Baudu, candidat aux élections à la présidence du département, cette fois-ci avec les voix de la gauche. Et dernier point, 2024, Marc Grécourt qui appelle à voter dès le premier tour pour Marc Fesneau. Je ne dis pas qu'il y a un pacte caché, on m'en parle, moi je constate des faits. Aujourd'hui je m'inquiète et j'appelle une fois de plus et Étienne Panchou et Gildas Vieira à se rassembler sur votre... À ce que nous nous rassemblions. Henri. Les électeurs ont tout de même de quoi s'y perdre. Michel Pillefer, donc, qui avait été désigné chef de file LR sur Blois, c'est d'abord rallié à Mathilde Desjonquers avant de vous rejoindre. L'UDI avec Anis Sarré-Le-Baron, pareil, ils étaient dans l'Union pour Blois de Mathilde Desjonquers et finalement ils ont fait volte-face pour vous rejoindre. Comment interpréter tous ces positionnements qui peuvent tout de même surprendre les électeurs? Il y a un cheminement qui a été fait, il y a un cheminement qui est en cours. Effectivement, le postulat de départ qui a été posé par Unis pour Blois, c'était sans les anciennes têtes de liste. C'est-à-dire ligne rouge pour Gildas Vieira, ligne rouge pour Malik Benaksha, ligne rouge pour Étienne Panchou. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que ce cheminement entre les partis, mais aussi le rassemblement des Blaisois, eh bien, est en train d'évoluer. Michel Pillefer a fait le choix avec les Républicains de me rejoindre. L'UDI, avec Anis Sarré-Le-Baron et ses adhérents, ont fait le choix de me rejoindre. C'est pour ça qu'une fois de plus, j'appelle les autres à faire pareil et à ne plus rentrer dans une logique qui consisterait à ce que les uns, pour des raisons de répartition éventuellement politicienne du département, entre le nord, le sud et le centre, et bien moi j'appelle les Blaisois et les militants et les acteurs politiques blaisois à arrêter cette machine à perdre. Et aujourd'hui on constate que cette machine à perdre, elle est notamment du fait du MoDem. Très rapidement, une dernière question, Henri.
Alors, vous avez proposé un ticket avec Mathilde de Joncker, qui apparemment va avoir du mal à se concrétiser. Donc, elle est présidente de l'agglomération, vous à la ville de Blois. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas candidat à la présidence de l'agglomération? Alors, deuxièmement, le premier point, c'est qu'effectivement, dans une volonté de faire l'union, j'ai fait une proposition, d'abord sur une base programmatique, de pouvoir mettre en place un tandem. La réalité est que c'était le même que celui qui avait été proposé en 2008 et qui avait permis l'accession au pouvoir de la gauche entre Christophe Degrelle et Marc Grécourt. C'était de réaliser cette même proposition que je considérais à la fois raisonnable et assez justifiée. Mathilde de Joncker, en tant qu'ancienne parlementaire, en tant qu'assistante parlementaire de Marc Fesneau, est plus connue sur le reste de la circonscription que sur Blois, là où moi, effectivement, je ne me suis toujours que concentré sur le Blaisois, sur la ville de Blois, et que ma candidature était par conséquent plus légitime. Cette répartition avait du sens, et c'est aujourd'hui l'objet de ma propre candidature, qui ne sera, avec mon équipe, qui ne sera qu'une candidature pour la mairie de Blois, avec un tandem pour Aglopolis. On vient d'évoquer vos relations avec le centre droit de l'échiquier politique. Qu'en est-il de vos relations avec l'extrême droite, Luc ? Ben oui, on va continuer d'approfondir un petit peu les motivations de votre candidature en étudiant ce rapport-là à l'extrême droite. Et c'est une question qui prend une connotation particulière aujourd'hui même, où Bruno Retailleau vient d'appeler ce matin, je le cite, à ce qu'aucune voix n'aille vers la gauche, dans le cadre d'une législative partielle qui se déroule en Tarn-et-Garonne dimanche prochain, où au second tour vont s'affronter une candidate socialiste contre un candidat soutenu par le Rassemblement national. Donc le Front républicain, on avait compris, c'était fini depuis longtemps, pour le côté de LR. Même le Nini semble désormais terminé. Est-ce que c'est le parti LR qui prépare une alliance avec le RN? Qu'est-ce qui se passe? Et vous, à quel moment pour vous, ce ne serait pas ou plus possible? Si vous voulez, le cas de ligne rouge. Le cas de cette législative partielle, elle est assez intéressante. Comme vous le dites, c'est la ligne rouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit d'une candidate socialiste, soutenue et qui a des accords d'appareil avec LFI. Et effectivement, c'est un choix que je comprends, que je mesure et dont je fais partie, qui est qu'aucune voix ne doit aller à la gauche extrême et aucune voix ne doit aller à Mélenchon. En l'occurrence, mais de la même manière à Blois. Quand Marc Grécourt rentre dans des logiques partisanes en 2024, quand il souhaite être candidat aux élections législatives, que finalement, il se retire au profit d'un candidat LFI, et qu'on se rend bien compte, aujourd'hui encore, que la NUPES est en train de renaître. Moi, je comprends parfaitement que la droite vous allez un peu vite soit... sur la recréation de la NUPES. Je vous invite à regarder entre socialistes et insoumis. Je vous invite entre guillemets à regarder ce qui se passe à Blois, en particulier avec des écologistes blaisois qui sont très proches de LFI et qui font aujourd'hui partie de la majorité de Marc Grécourt. Dès l'instant qu'il s'agit de donner des voix à Mélenchon, pas question. On a bien compris pour vous, là, donc c'est pas une ligne rouge, mais c'est quoi la ligne rouge? À quel moment, vous, par rapport à l'extrême droite, on avait cru comprendre que c'était pour vous une ligne rouge des alliances? Là, de fait, en appelant à ce qu'aucune voix n'aille vers la gauche, on invite son camp à voter pour l'extrême droite. Moi, je conserve toujours cette ligne qui est aucune voix pour les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Par contre, ce que j'invite et ce que je fais, c'est effectivement s'adresser aux électeurs. Moi, je regrette qu'on puisse dire systématiquement, il ne faut pas avoir des discours fermes sur la sécurité, il ne faut pas avoir des discours fermes sur l'immigration, sous prétexte que ce serait parler à l'extrême droite. Je souhaite parler à l'extrême droite, je souhaite parler aux électeurs de l'extrême droite, mais je ne ferai jamais d'alliance avec le Rassemblement national. Allez, une dernière question et une réponse rapide, s'il vous plaît. Ben oui, beaucoup fantasment l'union des droites dans votre camp. Qu'en pensez-vous, vous qui avez partagé de nombreux combats locaux en Loir-et-Cher avec un artisan de ce rapprochement? J'ai évidemment nommé Guillaume Pelletier. J'ai été le premier dès l'instant qu'il a fait le choix de sortir du socle républicain, dès l'instant qu'il a fait le choix de sortir de l'arc républicain, j'ai été le premier à le dénoncer. De la même manière, lorsqu'en 2024, il y a eu les élections législatives et qu'un accord était envisagé, lorsque Pierre-Gilles Parra était candidat et qu'il envisageait d'être candidat soutenu par le Rassemblement national, j'étais le premier à avoir une réaction épidermique, à expliquer que ce n'est pas quelque chose que l'on peut espérer, et j'étais le premier à regretter le silence des principaux acteurs. Voilà une ligne effectivement. Rouge, pas d'alliance. Pierre-Gilles Parra qui s'est rallié à Mathilde de Joncker. En plus. On a bien compris quels étaient un peu les contours et les enjeux de vos positions politiques. Que proposez-vous au Blaisois? On s'intéresse tout de suite à votre programme et aux défis que vous allez devoir relever pour la ville. La sécurité, c'est l'une de vos priorités. Blois, comme toutes les villes moyennes, connaît des évolutions contrastées en la matière. Après une hausse généralisée de la délinquance entre 2020 et 2023, on assiste à une régression des faits constatés. Si on prend les derniers chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, on remarque une baisse de la délinquance sur la majorité des indicateurs entre 2023 et 2024, vous les voyez à l'écran, entre la violence, l'usage de stupéfiants et le trafic de stupéfiants, 3 indicateurs à la baisse. Augmentation des cambriolages et des violences contre les personnes, cambriolage plus 15%.
Violence contre les personnes, plus 3,19%. Au vu de ces chiffres, la sécurité doit-elle toujours être une priorité pour vous? Ou plus précisément, votre défi, si vous êtes élu, ne sera-t-il pas de lutter plutôt contre le sentiment d'insécurité? Alors, le premier point, c'est bien se rappeler que la sécurité est la première des libertés. Le vrai défi, c'est pas de lutter contre le sentiment d'insécurité, c'est de lutter contre l'indélinquance et de lutter contre les incivilités. Ça doit rester une priorité quand les chiffres sont en baisse, comme celui-ci? Aujourd'hui, vos chiffres ne parlent pas de l'incivilité. L'incivilité que peut connaître une personne dans le bus, l'incivilité que peut connaître une jeune femme lorsqu'elle se balade dans la rue. Donc le sujet majeur à Blois, c'est l'incivilité? C'est l'insécurité et c'est l'incivilité. Et donc, en fait, c'est tout simplement remettre à l'ordre du jour l'autorité. Moi, là-dessus, j'ai fait des propositions très concrètes, certaines d'ailleurs qui ont été reprises par la majorité en place, notamment l'armement de la police municipale. On va en parler juste après. Ouais. D'autres qui concernent le doublement des effectifs de la police municipale. Je tiens à rappeler qu'effectivement, c'est quelque chose qui existait sous Nicolas Perruchot, qui a été réduit par Marc Grécourt, sitôt qu'il est arrivé en responsabilité. Le fait de multiplier par 3 la vidéoprotection, et surtout, un élément majeur, parce que je crois en la répression, mais je crois aussi en la prévention et surtout en la pédagogie, le fait de mettre en place des travaux d'intérêt général pour ces petites incivilités et pour ces petites délinquances. On va détailler ça tout de suite avec Henri. Je laisse la parole à Henri pour aller plus dans le détail de ces mesures. Alors pourtant, la majorité se targue d'un bon bilan en matière de sécurité. Il y a eu généralisation de la vidéosurveillance, il y a eu l'armement des policiers municipaux, effectivement, mais avec des armes non létales. Vous nous direz si vous préconisez d'aller plus loin. Et il y a eu aussi donc l'amplitude horaire des policiers municipaux qui a été largement étendue lors du dernier mandat de Marc Grécourt. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ces mesures mises en place par la majorité? Alors, il a été largement étendu, après avoir été largement réduit, sitôt arrivé en responsabilité de la part de Marc Grécourt, qui a à la fois réduit les effectifs et réduit les horaires. Je tiens à rappeler que sous Nicolas Perruchot et sous Jacques Chauvin, il y avait beaucoup plus de policiers et une police municipale qui était présente quasiment 24 heures sur 24, excepté une pause, il me semble, de 5 heures à 7 heures, qui était un moment où il y avait effectivement un changement des différentes brigades. Aujourd'hui, la réalité et la question qui se pose, c'est effectivement dans quelle mesure est-ce qu'on peut redonner confiance aux Blésois pour sortir dans la rue, pour se sentir en sécurité, pour ne plus subir des incivilités. Et il faut effectivement des actes forts. C'est tout l'objet du projet que j'ai eu l'occasion de développer, à savoir notamment le doublement des effectifs de la police municipale, la présence sur le terrain accrue H24 et 7 jours sur 7, et également la multiplication de la vidéoprotection. L'idée n'est pas d'arriver sur une municipalité policière, l'idée est tout simplement de rappeler que la première des libertés, c'est effectivement la sécurité, et qu'il est temps de remettre en place un peu d'autorité. Vous me dites, la majorité municipale se targue d'un bon bilan sur la sécurité, de la même manière qu'elle se targue d'un bon bilan sur le commerce, de la même manière qu'elle se targue d'un bon bilan sur la gestion financière. La réalité, c'est qu'elle se targue beaucoup, mais que la réalité des chiffres est plutôt l'inverse. Sur la vidéoprotection, combien de caméras il faudrait en plus à Blois? Alors, j'avais déjà eu l'occasion de le dire lors de la campagne de 2020, on était sur une quarantaine. L'idée, c'est de multiplier par 3, d'atteindre les 120, de manière tout simplement à faire en sorte à, petit 1, pouvoir lutter contre les points de deal, petit 2, pouvoir faciliter le travail d'enquête, et petit 3, avoir des caméras mobiles pour lutter contre le narcotrafic. Et une police municipale avec des bons effectifs, ça serait à combien à peu près pour vous? C'est monté à 80 personnes. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 40. En réalité, sur les 40, il y en a 6 qui sont plutôt des ASVP, donc qui sont liés à la police municipale, mais qui en réalité sont plutôt là pour s'occuper du stationnement. Le vrai enjeu, le vrai sujet, c'est d'avoir une police municipale présente sur le terrain. De ces défis. Moi, je suis le premier, juste pour terminer, je suis le premier agacé, scandalisé, en colère de voir que la police municipale, le matin, au moment de la rentrée des classes, n'est présente que devant les écoles publiques. Pourquoi est-ce que les écoles privées n'ont pas le droit, elles aussi, d'avoir une présence, d'avoir de l'uniforme, d'avoir ce sentiment d'être rassurées, tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'effectifs. Avec un dernier point. Il y a eu des incidents devant les écoles? C'est pas le sujet d'avoir de l'incident. Une fois de plus, lutter contre le sentiment d'insécurité, ça participe une fois de plus. Vous disiez que ce n'était pas une priorité tout à l'heure de lutter contre le sentiment d'insécurité. Vous disiez qu'il fallait lutter contre les incivilités et l'insécurité. Alors, c'est pas vrai. Je vous disais le sentiment d'insécurité, l'insécurité et les incivilités. Il faut savoir prendre tout ça de front. Et aujourd'hui, moi, j'ai un regret, c'est d'entendre le maire de Blois tout simplement me répondre « Je ne suis pas là, moi, maire de Blois, pour pallier l'absence de l'État ». Eh bien, je considère que si. Vous avez chiffré le coût de ces mesures ? Tout simplement, le sujet du coût de ces mesures, il est en fait ISO dans la mesure où on va faire des économies sur d'autres postes dans la municipalité en lui permettant tout simplement de pouvoir s'occuper des compétences régaliennes, des compétences
obligataires qui sont les siennes. Eh bien, vous m'offrez une transition de rêve puisqu'on aborde le budget pour l'instant. Le nerf de la guerre, c'est évidemment l'argent. On parle budget avec vous, Luc. Quelques chiffres avant, c'est juste une histoire de contextualiser. La dette de la ville de Blois est passée de 66 millions, en gros, à 44 millions entre 2008 et 2024. Le taux de taxe foncière est à 57,70%, égal entre 2023 et 2025. Luc. Ben oui, la situation budgétaire, effectivement, quand on voit ces chiffres, elle ne semble pas dramatique. Vous allez nous donner votre sentiment, mais vous êtes prêt à concéder un bon point quand même à la gestion budgétaire de la ville ou même pas là? Le sujet de la baisse, une fois de plus, mon sujet n'est pas de distribuer des bons points ou des mauvais points ou de dire je suis l'opposant, donc je dois considérer que tout ce que fait le maire de Blois est pas bon. Aujourd'hui, un constat est simple. Certes, la dette n'est pas élevée parce qu'il n'y a pas eu les investissements nécessaires. Certes, les recettes rentrent parce que l'impôt est trop élevé. Quand on parle de plus de 57% concernant la taxe foncière, on est sur un record pour les villes-préfectures de la région. Donc c'est facile de pouvoir dire, regardez, notre bilan budgétaire, il est plutôt bon. Moi, mon sujet n'est pas de faire le comptable de la ville, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait avec l'impôt des Blésois. Aujourd'hui, je considère que l'impôt des Blésois est trop important et qu'on ne fait pas suffisamment. Donc vous investiriez davantage? Naturellement, mais sur d'autres investissements. Je vous prends 3 exemples. Le premier exemple, c'est le premier projet qu'a lancé Marc Grécourt en 2008, qui était la rénovation, plutôt la destruction et ensuite la mise en place de logements sociaux au niveau de l'ancien hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, sur ce sujet, eh bien, il y a un élément qui est perturbant, c'est que la ville de Blois est visée par une enquête préliminaire pour soupçon de détournement de fonds. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un projet qui vient ou qui est en train de se terminer. Procédure qui est au point mort. Hein. Qui est au point mort, mais pour laquelle, une fois de plus, c'est pour ça que je dis c'est perturbant. S'il n'y avait rien, la procédure ne devrait pas être au point mort, elle devrait être fermée. S'il y a quelque chose, elle devrait aboutir. Et aujourd'hui, on est sur cette épée de Damoclès où effectivement, tout le monde constate que les chiffres ne sont pas bons, qu'il y a eu ou qu'il y a failli y avoir une vente à un partenaire privé en dessous des prix du marché, puisqu'on était globalement à 80 000 €, et que ce sujet-là, sur ce point-là, on a une sortie par le haut qui est en train de se faire, puisque c'est Terre de Loire Habitat qui est en train de faire la construction des logements sociaux, et que par conséquent, on essaie de mettre ça sous le tapis. Je dis qu'il y a quand même là-dessus un point perturbant. Deuxième élément, le parking Vin de la Vessière, où le premier projet, la première mouture, on était à 1 295 000 €. Aujourd'hui, lors du dernier conseil municipal, on passe à un budget de 4,7 millions d'euros. Et maintenant, on nous propose un projet de théâtre à plus de 20 millions d'euros. Alors oui, il y a de l'investissement, mais une fois de plus, ce ne sont pas les bons investissements. Si ce sont des investissements qui génèrent des coûts de fonctionnement, c'est pas il ne fallait pas le faire, il n'est pas fait encore, mais je dis que ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui, la priorité, elle doit être sur la sécurité, sur le commerce. Demain, vous êtes maire, vous renoncez? Alors je renonce pas, je reporte. C'est-à-dire qu'effectivement, ma priorité, si demain je suis élu maire de Blois, c'est effectivement d'abord recréer les conditions d'une attractivité économique. Ça passe notamment, les chantiers sur les... Ça passe notamment par un débat qui est presque devenu un serpent de mer, parce que personne n'a eu la volonté politique d'aller jusqu'au bout. C'est notamment la deuxième sortie d'autoroute. Et grosso modo, c'est quasiment le même budget que pour le théâtre. Une compétence municipale? En lien avec Aglopolis, mais ça doit d'abord être une initiative municipale pour une raison très simple, c'est que ça servira d'abord l'intérêt des Blésois. Moi, je ne rentrerai pas dans ces débats qui consistent à dire c'est la compétence municipale, c'est la compétence d'Aglo, c'est la compétence du département ou c'est la compétence de la région. Le rôle du maire, bien sûr que ça compte, mais le rôle du maire... L'étude d'opportunité avait été conduite par le COFIRO, le conseil départemental et Aglopolis. Et à l'époque, on était... pas la ville, hein. Non, il n'y avait pas ville, parce qu'une fois de plus, le sujet, c'est le financement qui doit financer, et là, le sujet des compétences revient. Mais le rôle du maire, c'est d'être le VRP, le défenseur de sa ville, et donc d'aller taper aux portes et d'exiger de la part des autres partenaires, que ce soit des collectivités ou des partenaires privés, et d'obtenir ce qui est nécessaire pour la ville. Aujourd'hui, il y a un besoin de recréer de l'attractivité économique. Ça passe notamment aussi par une deuxième sortie d'autoroute. Et t'as pas quand même un risque un peu de contradiction là, quand on vous entend avoir toutes ces envies plurielles, locales, que vous venez d'exprimer sur la sécurité, doubler les effectifs de police municipale, x3 de caméras vidéosurveillance, ça va entraîner des coûts que vous n'avez pas forcément tout à fait chiffrés. Et puis la fidélité politique que vous avez quand même à des gouvernements, les deux derniers, je ne parle pas de celui des missionnaires actuels, qui ont, que ce soit le gouvernement Barnier ou Bayrou, qui ont demandé des efforts croissants aux collectivités locales. Ça paraît contradictoire. Alors, sur la contradiction, je le refuse pour une raison très simple. Je suis le seul élu d'opposition, avec mon groupe, à avoir systématiquement proposé un budget alternatif débattu en conseil municipal, et pour lequel le débat portait plutôt sur on n'est pas d'accord sur le fond,
mais on est d'accord sur les chiffres. À aucun moment on a remis en cause mes propositions, puisque toutes mes propositions sont chiffrées. Quand je dis plus 40 postes au niveau de la police municipale, ça inclut effectivement moins 40 postes sur différents services, de manière à être sur un ISO. Il y a différents services sur lesquels il y a des économies à faire, que ce soit en termes de management, en termes de digitalisation, en termes d'intégration de l'intelligence artificielle. Et je pense en premier, parce que c'est presque, j'ai envie de dire, aussi un serpent de mer, c'est sur les espaces verts où on a une capacité, je pense, à pouvoir avoir un taux d'absentéisme un peu plus faible, une présence sur le terrain plus accrue, et donc permettre à pouvoir faire la même chose. Ils travaillent pas assez, selon vous, les agents des espaces verts de Blois? C'est pas qu'ils ne travaillent pas assez, parce que le sujet n'est pas tant les agents, c'est plutôt le sujet du management. Je vais vous donner un exemple très concret. Non, mais les 40 gains de postes, vous les faites sur les espaces verts ou il y a d'autres services? Sur d'autres services, sur la culture, sur le sport et sur ce qu'on appelle l'administration administrante. Aujourd'hui, au sein même de la mairie, au sein même du cabinet du maire, il y a des postes qui ne sont pas justifiés. Je veux juste revenir sur la question, parce qu'une fois de plus, c'est souvent le message qui est de dire « Ah bah tiens, c'est la faute aux agents ». Ça va être très rapide. C'est la faute aux agents qui ne travaillent pas assez. Non, les agents travaillent très bien. Aujourd'hui, ils ne sont pas assez motivés. Ils ne sont pas assez motivés par le management. Je vous donne un exemple très concret. On a ce qu'on appelle le CIA. C'est le complément indemnitaire qui est globalement une prime au mérite. Cette prime au mérite, elle doit aller aux agents les plus méritants. Que décide la municipalité en place? De la distribuer de façon moyennisée, de façon plus faible, à tous les agents, sous prétexte que tous les agents sont méritants. Ben moi, je suis chef d'entreprise. Quand je dois manager mes équipes et que je dois récompenser le mérite, je donne à ceux qui sont méritants et je ne donne pas à ceux qui le sont moins. Vous avez parlé quand même de certains services pour lesquels il faudrait revoir les effectifs. Si on fait la liste complète, les espaces verts, donc, avec un nouveau management, les sports, vous l'avez dit, la culture. Vous avez parlé d'IA aussi, d'intelligence artificielle. Comment l'IA peut être au service, en fait, d'une efficacité qu'il faudrait retrouver dans les collectivités territoriales au niveau du travail des agents? C'est apparemment l'idée que vous soumettez. C'est souvent quelque chose qui m'est reproché, c'est d'avoir une vision très entrepreneuriale de la gestion d'une collectivité. C'est une vision que j'assume. Moi, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Mes collaborateurs, c'est une douzaine de collaborateurs, fonctionnent et travaillent aujourd'hui très régulièrement, quotidiennement avec l'intelligence artificielle, que ce soit pour des sujets autour du graphisme, que ce soit sur des sujets autour de la formation, que ce soit sur des sujets de l'administration au quotidien. Et on a fait effectivement, on fait plus aujourd'hui, en moins de temps, tout simplement parce qu'on s'est modernisé et on a innové. Je demande tout simplement qu'au sein de la mairie, on puisse se moderniser, innover et avoir un management qui soit au plus près du mérite des agents. Mais il faut récupérer, il faut économiser l'équivalent de 40 temps plein pour financer vos nouveaux policiers municipaux. On est bien. C'est un thème incontournable à Blois, vous l'avez évoqué tout à l'heure, celui de la vitalité des commerces et des difficultés rencontrées pour éviter les cellules vides. Deux chiffres peut-être qui font un peu le grand écart, vous allez le voir. 14 commerces sur les 70 que compte la rue du Commerce sont fermés pour insalubrité. Et en même temps, ce sont des chiffres de la municipalité, 90% des 587 cellules commerciales du cœur de ville sont occupées, selon donc la ville de Blois. Comment, Malik Benatcha, est-ce que vous qualifiez la situation des commerces à Blois au vu de ces chiffres? Le premier élément, et vous venez de le dire, ce sont les chiffres de la ville de Blois. Ils sont faux? Ce sont des chiffres qui ne sont pas faux, mais dont le périmètre est à questionner. C'est-à-dire que la question est très simple. Quelle est la définition du cœur de ville? Est-ce que c'est l'hypercentre, la rue du Commerce? Est-ce qu'on va jusqu'à la gare? Ou est-ce qu'on remonte jusqu'au quartier nord, comme aujourd'hui c'est proposé, et on descend jusqu'à Blois-Vienne? Effectivement, on peut dire tout ce qu'on veut aux chiffres. La réalité, elle est très simple. Un Blaisois ou un non-Blaisois qui se balade à Blois constate que les cellules commerciales sont fermées. Et ce n'est pas simplement pour cause d'insalubrité, parce qu'on voudrait faire croire qu'il y a des propriétaires qui payent une taxe foncière et qui se satisfont d'avoir un bâtiment complètement vide. Non, le sujet de l'absence de vitalité du commerce à Blois, il est lié effectivement à un changement de mode de consommation, c'est une réalité. Il est lié effectivement à un laisser-faire ces 20 dernières années, notamment sur les commerces de périphérie, et puis il est surtout lié à une absence d'action de la part de la municipalité, dont les seuls faits ces dernières années ont été de considérer que le carré Saint-Vincent serait l'alpha et l'oméga de la solution de la revitalisation du commerce, et deuxième élément, que supprimer des places de stationnement, ça n'aurait pas d'impact sur la clientèle blaisoise. Moi, vous savez, je suis le seul élu de la ville de Blois à être commerçant. Et quand on supprime des places de stationnement, ça se mesure directement sur le chiffre d'affaires et ça se mesure directement quand on fait la caisse le soir. Henri. Alors quel est votre plan pour revitaliser le centre-ville et le commerce de centre-ville en particulier, sachant qu'aujourd'hui les porteurs de projets ne se bousculent pas? Effectivement, les porteurs de projets ne se bousculent pas, du moins les porteurs de projets privés. C'est à la collectivité
de prendre le manche. Et le premier point, c'est tout simplement quelque chose que j'ai proposé dès 2020, qui commence à être réfléchi et qui commence à être discuté, c'est la mise en place d'une foncière pour pouvoir réinvestir et assumer la rénovation des bâtiments et des commerces qui aujourd'hui méritent d'être refaits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir une politique ambitieuse sur le relogement. C'est encore, effectivement, mais de l'investissement qui est rentable sur le long terme, c'est-à-dire sur un temps qu'une collectivité peut absorber, là où un privé ne peut pas le faire. Deuxième élément, c'est effectivement réinvestir dans le logement du centre-ville. Donc c'est en lien avec ma foncière. Troisième élément, c'est le sujet du stationnement. Je suis pour la généralisation en cœur de ville du stationnement en zone bleue. La gratuité a été tentée. C'était un échec pour une raison très simple. Il y avait ce qu'on appelle les voitures ventouses, celles qui se garaient le matin et qui repartaient que le soir. Le tout payant ou même la barriérisation telle que le fait aujourd'hui le maire de Blois ne fonctionne pas non plus. On se rend compte que les parkings se vident. Aujourd'hui, il faut trouver une solution qui soit, j'allais dire, à l'entre-deux, et cette solution, elle est très simple. Elle fonctionne dans les autres communes. Vous avez un exemple d'une ville, d'une taille similaire, qui correspond un peu à ce que vous recherchez? J'ai plusieurs exemples, que ce soit à l'étranger ou en France, mais je pense en particulier à Nice, où effectivement, on a à la fois ce système de stationnement en zone bleue, avec, et je vais même un peu plus loin. Effectivement, Nice et Blois, pas tout à fait quand même. Même ici à Tours ou à Orléans, où on a effectivement du stationnement en zone bleue qui sont plus importants, avec même une petite innovation que je trouve moins intéressante et qui permet de faire de la pédagogie. Vous savez, ce sont ces petits compteurs qui font que lorsque vous vous garez, un compteur se lance. Et puis si jamais vous dépassez le temps imparti, ça se met en rouge, ce qui permet effectivement aux ASVP de pouvoir aller tout de suite là où il y a des dépassements d'horaire, mais qui en même temps permet de faire de la pédagogie. Moi, je crois beaucoup à cette pression sociale qui est de dire une place de parking, c'est pas une place pour la journée, c'est une place pour un client et il faut la libérer ensuite. Un compteur par place, c'est un sacré investissement à l'échelle d'une ville comme Blois, par exemple. Une fois de plus, nombreuses communes l'ont fait, que ce soit à Orléans ou à Tours, je le citais comme exemple, où cet investissement, dès l'instant, et c'est là où en fait le vrai débat, c'est de bien définir ce que c'est qu'un investissement. Un investissement, c'est quelque chose qui peut rapporter. Moi, si ça rapporte au commerce blésois, ça rapporte à la ville de Blois, donc c'est un investissement utile. Et qu'allez-vous faire avec le dossier du Carré Saint-Vincent? Vous reprenez le dossier que vous aura laissé votre prédécesseur? On verra où est-ce qu'il en est, puisque, comme vous le savez, chaque année, quasiment tous les 6 mois, pour ne pas dire tous les trimestres, le projet du Carré Saint-Vincent évolue, s'amenuise et est en train d'aboutir à un trou de souris. Aujourd'hui, ce n'est plus un carré Saint-Vincent, ça va être le carré de la région. C'est-à-dire que le maire de Blois, n'ayant pas réussi à faire venir des investisseurs ou à commercialiser les espaces à venir, eh bien, tout simplement, demande maintenant, d'une part, à ce que ce soit la région qui vienne s'installer en créant une maison de la région avec les fonctionnaires de la région qui viennent s'installer. Et deuxièmement, pour le peu d'espace qui va rester, on a eu les chiffres lors du dernier conseil municipal, on va être sur des espaces qui, pour la moitié, vont être loués par la ville pour être sous-loués à un montant au moins supérieur à 250 € du mètre carré par an. C'est-à-dire à un montant plus élevé que sur le reste du cœur de ville. Aujourd'hui, effectivement, c'est un échec. Quand bien même cela coûterait, on verra où ça en est lorsqu'on sera en mars 2026, mais je pense qu'il va falloir mettre un coup d'arrêt et pouvoir prolonger, ce que j'avais déjà proposé, pouvoir prolonger le square Victor Hugo de manière à avoir un vrai poumon vert en cœur de ville, parce que c'est important pour le tourisme et c'est aussi important pour les clients. Alors demain, il y a une enseigne qui ouvre en périphérie de Blois, qui semble plus attractive que le centre-ville, c'est Cultura, donc qui s'installe et son installation fait très très peur aux commerçants du centre-ville. Est-ce que la ville aurait dû s'opposer, enfin plutôt Aglopolis, aurait dû s'opposer à cette implantation? Naturellement, elle aurait dû s'opposer. C'est-à-dire qu'elle l'a déjà fait par le passé. Il y a eu à différentes reprises, que ce soit au niveau local ou au niveau national, la fameuse commission départementale et ensuite nationale qui permet d'autoriser ou de ne pas autoriser. Il y a eu effectivement des oppositions, mais Aglopolis aurait dû préempter. Et elle était en capacité de le faire, aurait dû préempter le local pour éviter que Cultura vienne s'installer pour une raison très simple. Donc, vous savez, je vis en cœur de ville. Rue Saint-Honoré, à proximité de la librairie L'Abbé. Pas loin de l'espace culturel Leclerc, qui sont deux moteurs de notre cœur de ville. Eh bien, ça va être les deux premiers à souffrir de cette ouverture-là. Et une fois de plus, on laisse faire plutôt que d'être acteur. Mais moi, je préfère qu'on ait demain un maire qui soit EVRP et un maire qui soit dynamique, décideur, plutôt que la situation dans laquelle on est, où on est presque sur une fin de cycle, où on est sur un laisser-faire, parce que de toute façon, c'est ce qu'on nous dit. Tout a été essayé, rien n'a fonctionné, donc on ne peut rien faire, c'est la faute aux évolutions de consommation. Mais les commerces de périphérie sont l'ennemi des commerçants de centre-ville? En l'occurrence, ils ne sont pas mécaniquement l'ennemi, dès l'instant que pour les commerces de centre-ville, on ne leur met pas de barrière. Je parlais de barrière pour les stationnements, et bien littéralement, c'est une barrière pour les commerces de centre-ville. Dès l'instant qu'on refuse d'investir sur la création de nouveaux commerces en investissement en tant que collectivité pour créer des espaces plus ouverts avec des tarifs modérés, et bien à ce moment-là, tant qu'on est dans un laisser-faire, les commerces de périphérie sont des ennemis. Par contre, si on a une collectivité
un maire, une municipalité, une équipe qui sont acteurs, qui sont dynamiques, qui sont proactifs sur ce sujet, eh bien à ce moment-là, les deux sauront vivre. De la même manière, vous l'avez financé, ce projet d'accompagnement des commerçants par des investissements publics, en fait, pour ces cellules privées. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le principe même de la foncière, il est très simple. Injecter, il y a la Caisse des dépôts qui accompagne, injecter de l'argent pour acheter les principaux bâtiments qui aujourd'hui sont soit délabrés, soit à des loyers excessifs, de manière à pouvoir proposer des loyers modérés. Dès l'instant qu'il y a un loyer qui rentre, il y a une rentabilité. La rentabilité sera plus longue. C'est pour ça que les porteurs de privé ne le font pas. Ce sera plus long que ce qu'on attend de la part d'un porteur de projet. En général, c'est 13 ans. Mais si la rentabilité, c'est 25 ans, eh ben, c'est la responsabilité de la collectivité de le faire. Et au bout de 25 ans, il y aura une rentabilité. Donc deux possibilités. Soit on revend, ce qui permet de générer à nouveau de la trésorerie pour pouvoir réinvestir, soit ça fait un effet levier pour... Vous l'avez évoqué tout à l'heure d'un mot, vous avez aussi évoqué quand même un sujet qui est la mutation des pratiques de consommation. Il y aurait quand même ce risque-là. Là, quand vous créez cette foncière, vous n'avez quand même pas la garantie d'agir sur la numérisation des achats, parce que la livraison. Pour une raison très simple. Cette foncière, elle n'agit pas que sur les rez-de-chaussée, sur les cellules commerciales. Elle agit aussi sur les logements au-dessus. Aujourd'hui, vous vous baladez à Blois, centre-ville de Blois. Le soir, vous levez les yeux, il n'y a aucune lumière d'allumée parce que les logements sont inhabités. Demain, grâce à cette foncière, on pourra rénover et mettre en location et donc refaire venir de l'habitat en centre-ville. Et qu'on soit bien clair, l'habitant du centre-ville va préférer consommer au pied de chez lui que de prendre sa voiture, faire 5-10 km pour aller en commerce de périphérie. Donc la foncière n'est pas une solution miracle, mais en tout cas c'est une solution proactive. Et moi je regrette que parce que la municipalité en place croyait que le carré Saint-Vincent serait l'alpha et l'oméga, eh ben, n'a rien fait en 18 ans. Et que reprochez-vous au programme mis en place par Gliopolis justement pour préempter ces logements vétustes? Le programme HORI. Oui, je vais presque dire que je n'y reproche rien puisque j'en suis quasiment à l'initiative, puisque c'était ma proposition de 2020. Aujourd'hui, ce que je considère, c'est qu'on joue petit bras. Il y a à Blois, on aurait dû partir sur une 50aine de bâtiments. Finalement, 11 ont été fléchés, 7 seulement choisis. On sait que les procédures sont longues. Donc si on attend que les procédures aillent à leur terme dans 5, 6, 7 ans et qu'ensuite on se dit, bah voilà, les 7 sont finis, on s'occupe d'autres, on n'est pas proactif, on est très lent. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, il nous faut une municipalité qui soit plus proactive. Donc l'initiative est bonne, l'ambition est trop faible. On va parler d'un autre sujet avec vous. Alors, on a déjà parlé des parkings, du stationnement. On ne va pas y revenir, mais on va faire un peu de sport. Dernier thème qu'on va aborder avec vous. Et on commence par vous, Luc. Ben oui, on va parler un peu de la Dablois. Est-ce que la salle du jeu de paume est l'équipement idéal? Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que vous, à la mairie, vous envisageriez une autre hypothèse? Alors, aujourd'hui, qu'on soit bien clair, je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut savoir prioriser. Et le sujet de la salle omnisport, de la salle multi-utilisation, parce que la salle jeu de paume, ce n'est pas, d'autant que maintenant il y a le centre de performance, ce n'est pas uniquement pour l'ADA. Aujourd'hui, on a une salle qui a été d'abord effectivement il y a le top d'entreprise de la Nouvelle République, effectivement. On est sur une salle qui a d'abord été sous-dimensionnée. On s'en est rendu compte quand l'ADA était au plus haut niveau, où tous les soirs, moi j'y suis régulièrement, tous les soirs, enfin je suis même systématiquement, je dois même être le seul élu qui paye sa place systématiquement aussi, tous les soirs, l'ADA fait salle comble. Réinvestir sur un nouvel équipement, pas question parce que, même aujourd'hui en Pro B, aujourd'hui réinvestir sur un nouvel équipement, pas question parce que ce n'est pas la priorité. Il faut simplement savoir être capable de dire aux Blésois qu'il y a des priorités, qu'on ne peut pas dire on rase gratis, et par conséquent, non, réinvestir sur un nouvel espace n'est pas une priorité, d'autant plus que on a, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'investissements à réaliser qui n'ont pas été faits ces 20 dernières années. Donc, dont acte, la salle est trop petite, mais c'est pas le plus grand drame que vit Blois, même si je comprends que le président Seignol s'agace régulièrement sur ce sujet. Ah oui, il interpelle les élus régulièrement dès qu'il en a l'occasion. Henri. C'est presque tout aussi coûteux qu'une nouvelle salle. La réfection des terrains de foot dont l'équipe s'est énormément plaint la saison passée. Est-ce qu'il y a un manque d'équité de la part de la municipalité dans le traitement des différentes associations sportives, sachant que le terrain de rugby va être fait cette année et que ceux du foot... Alors le sujet, c'est... Le terrain, si on peut préciser, des terrains inondables l'hiver et qui sont inutilisables. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le foot, mais aussi le rugby, joue sur des champs de patates et c'est une réalité. Le premier sujet, c'est pas tant le sujet de l'iniquité. Le vrai sujet, c'est qu'il y a un porteur de projet, que moi j'ai qualifié de fou, qui est le président François Jacob, président du Blois Foot, qui est allé voir les collectivités
en leur disant « je finance un nouveau terrain, je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de me proposer le foncier que j'achèterai ». N'importe quel maire proactif aurait tout de suite convoqué ses services, les aurait fait travailler pendant 2 nuits, aurait proposé une solution et aurait abouti à la création d'un nouveau terrain. C'était il y a 2 ans et demi. Et à ce stade, rien n'est sorti. Donc le premier sujet, c'est pas tant l'iniquité, c'est plutôt l'inaction. Deuxième sujet, effectivement, si on avait pu créer un nouveau terrain, on n'aurait pas la problématique que vit le RCB aujourd'hui. Le rugby club de Blois est obligé d'aller à Saint-Laurent pour jouer parce que son terrain est en rénovation. Il fallait rénover ce terrain-là. Mon sujet n'est pas de dire est-ce qu'il fallait que ce soit le Blois Foot en premier ou le rugby club. Il aurait fallu commencer par le fameux 3e terrain, qui aurait permis de libérer de la bande passante, notamment pour les entraînements, voire pour les matchs, et qui aurait ainsi permis de ne pas creuser, provoquer une saison blanche pour le RCB, qui est aujourd'hui le premier à souffrir de cette situation. Donc moi je peux comprendre une fois de plus qu'il faille faire des choix et que parfois il faut avoir une année blanche ou 2 années blanches, mais une autre solution était possible et cette solution n'a finalement pas été possible du fait du manque de proactivité et de l'inaction de la mairie. Au niveau du foot, vous parlez d'un terrain, vous auriez trouvé, vous, c'est ce que vous dites, cette réserve foncière. Vous savez où vous l'auriez aujourd'hui, construit, ce terrain de foot? Le projet est en cours. C'est que moi, je crois beaucoup. Vous savez, je suis issu de Blois-Vienne. Blois-Vienne, c'est le sud de la Loire. On est un petit village à nous tout seuls. Et il y a aujourd'hui la HDB Omnisport, il y a aujourd'hui l'Aglo, il y a aujourd'hui le tennis. Et il y a dans cet espace-là, effectivement, du terrain disponible, qui certes est inondable, mais il y a du terrain disponible pour faire ce fameux nouveau terrain de foot. Et la seule chose qu'on nous reproche, c'est de dire il est inondable. Qu'on soit bien clair. Quand la crue centenaire, parce qu'il est inondable que quand il y a cette fameuse crue centenaire, on ne mettra pas les gamins sur le terrain. Mais moi, je préfère qu'on ait une crue 5 jours tous les 100 ans et des enfants qui galopent sur le terrain toute l'année parce qu'effectivement, on a un porteur de projet qu'on a décidé de suivre. En plus, ça n'aurait rien coûté à la collectivité. Plutôt que de se dire « Ah ben non, il y a une règle, on ne va pas chercher à trouver une solution » et par conséquent, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où le Blois Foot n'a pas son nouveau terrain et le rugby club est obligé de jouer à Saint-Laurent. On marche sur la tête. Ce qu'on entend quand même, c'est que vous avez beaucoup de reproches à faire en opposant constant que vous êtes. Mais c'est vrai que sur les nouveaux projets, là, par exemple, vous reportez, mais sur le sport, ça ne semble pas être une priorité. Très clairement, vous estimez que l'investissement doit se porter ailleurs. Vous savez, j'ai une proposition qui est très simple. C'est de faire en sorte à ce que la municipalité s'occupe en priorité des urgences pour les Blésois. Et effectivement, je pourrais être électoraliste. Je pourrais être démagogique, populiste ou électoraliste en disant la culture, le sport, c'est une priorité. La culture, vous avez dit que vous coupiez tout à l'heure dans les effectifs des agents. Et je l'assume parce qu'une fois de plus, il y a un autre enjeu, c'est effectivement aussi la baisse de la fiscalité. Il faut réussir. Tout à l'heure, il y avait un chiffre où on me disait, tiens, vous voyez, les chiffres de la mairie de Blois sont bons. Mais non, la fiscalité, le chiffre est pas bon. Un jeune couple qui souhaite s'installer aujourd'hui parce qu'il travaille à Blois ou parce qu'il a besoin d'avoir un accès à la gare, il s'installe à Vineuil, il s'installe à Saint-Gervais. Le sujet n'est pas de créer uniquement des nouveaux logements ou de rénover les logements en place. Les taux n'ont pas évolué depuis 2012. Effectivement, ils n'ont pas évolué depuis les 2 augmentations réalisées en début de mandature par Marc Grécourt. Une fois qu'ils sont trop élevés, pourquoi vous voulez les augmenter ? Aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est de réussir à les baisser progressivement. C'est possible. Et c'est tout à fait possible à une seule condition, c'est d'assumer que la collectivité n'est pas là pour raser gratis, que la collectivité doit s'occuper de ses missions obligataires et par conséquent d'aller vers l'économie. Moi, vous savez, avec mon équipe, on veut et on proposera une rigueur budgétaire. Je ne considère pas que c'est un gros mot. Je considère qu'au contraire, c'est dire aux Blésois, l'argent que vous nous confiez, on va bien l'utiliser et on ne va pas le gaspiller. Ça veut dire aussi des baisses de subventions pour des associations, par exemple ? Aujourd'hui, il y a déjà eu des baisses de subventions par la municipalité. Et effectivement, à chaque fois que j'ai eu à proposer un budget alternatif, comme je vous le disais, qui était chiffré, étudié par le service des finances, validé en conseil municipal, où on ne me reprochait pas les chiffres, mais on me reprochait le fond, je prévoyais systématiquement, une fois, mais à chaque budget, je reprévoyais cette même baisse d'au moins 10%, pour une raison très simple. À toutes les associations ? À toutes les associations. Moins 10%, ou alors vous faites des choix ? En fait, ce n'est pas moi qui fais un choix. Une de mes premières mesures, vous savez, on a un planning sur les 100 premiers jours, sur lequel on va être amené à communiquer. Une des premières mesures va être de mettre en place une grille objective avec des critères à point pour dire aux associations quels sont les critères qui permettent d'obtenir des subventions. Moi, je regrette de voir je vais y venir tout de suite. Ouais. Je regrette de voir systématiquement des subventions qui sont renouvelées
sans forcément qu'il y ait eu un dialogue de gestion. Aujourd'hui, le dialogue de gestion, c'est quand c'est supérieur à 10 000 euros. Et bien, si vous regardez la somme de toutes les petites subventions qui ne sont pas forcément justifiées, mais qui sont devenues des habitudes, qui sont devenues des acquis, qui même parfois, pour certaines associations, sont thésaurisées sur un compte bancaire, et bien là, on est sur du gaspillage, on n'est pas sur une bonne gestion financière. Pour reprendre et pour en revenir sur les fameux critères, critères, il y a différents critères qui sont intéressants. Le nombre d'adhérents, les quartiers prioritaires ou les publics prioritaires, que demain une association, je prends l'exemple sportif, puisqu'on était sur le sport, se dise on va féminiser, on va avoir une action spécifique sur l'handisport, on va avoir une action spécifique sur des événements qui créent de la cohésion sur le territoire, et bien tout ça créeront et généreront des points qui justifieront des subventions. Merci Malik Benakcha. On arrive au terme de cette émission. Vous allez avoir à travailler maintenant, puisque vous allez vous adresser directement aux Blésoises et aux Blésois qui nous regardent, le temps de lancer le chronomètre. Vous allez avoir 1 minute pour convaincre ceux qui nous regardent de voter pour vous. Alors aujourd'hui, c'est un peu tôt, je pense, pour appeler les gens à voter pour nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rassembler, et j'invite les gens à nous rejoindre dans cette campagne, à nous rejoindre pour co-construire ce projet. Comme vous le voyez, aujourd'hui, la colonne vertébrale, elle existe, la philosophie, elle existe. Mais il y a encore des sujets dans tel quartier, des sujets autour de tel pâté de maison, où je pense qu'on peut faire des propositions parfaitement concrètes, à une seule condition, c'est d'être dans un dialogue permanent et dans une écoute active permanente. Aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe, et je souhaite être encore plus et d'être entouré de tous les Blésois. Donc une fois de plus, je ne suis pas le candidat d'un parti, je ne suis pas aujourd'hui à dire votez pour moi, j'aurai le temps de le faire en janvier, février et mars, mais aujourd'hui je dis engagez-vous, il y a un enjeu de civisme, on a une situation nationale qui est délétère, on peut redonner ces lettres de noblesse à la vie politique en passant par l'engagement local, et donc je dis aux Blésois, rejoignez-nous. Bon, merci. Merci Malik Benakcha de vous être prêté au jeu de cette interview politique. Merci messieurs d'avoir participé à cette En Campagne, à revoir sur notre antenne, à voir sur le site de Val de Loire TV et bien sûr sur le site de la Nouvelle République. La Nouvelle République qui en fera un compte-rendu dans ses pages dès demain. À très vite pour un prochain numéro d'En Campagne.